BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19. Mon premier invité, c'est Nicolas Forissier, ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité. Bonsoir Nicolas Forissier. Bonsoir. Merci d'être avec nous, surtout que vous avez un agenda forcément un peu chargé. En plus, vous rentrez du Danemark, intéressant, on parlera du Groenland et du Mercosur. Il y a quelques instants, le Premier ministre a annoncé une loi d'urgence agricole. Il a annoncé ça à Zurich pour que que tout le monde soit vite au courant, sachant qu'il y avait quand même quelques 350 tracteurs qui étaient autour de l'Assemblée nationale, et on voit bien que la colère ne s'est pas calmée encore. Il a promis cette loi aux agriculteurs avec des priorités. Ce sera la politique de l'eau, la prédation du loup et les moyens de production. Bon, ok, ça doit être présenté au Conseil des ministres en mars. Normalement avant l'été. Certains disent déjà, en fait, le cornu, il noie le poisson sur le Mercosur. Est-ce que c'est la coordination rurale qui dit ça? Est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison quand même? Je ne crois pas du tout. Moi, j'ai participé, Edwige Chevrillon, à toutes les réunions où le Premier ministre recevait avec Annie Genevard et en ma présence l'ensemble des organisations professionnelles agricoles. 4 réunions avec les 4 organisations avant Noël, et à nouveau 4 réunions en début de semaine dernière. Et la méthode du Premier ministre, et je trouve que ça mérite d'être souligné et d'être rappelé au contraire, c'est vraiment de prendre les sujets un par un et de rentrer dans le concret. Et il le dit d'ailleurs sur X, il faut que ce soit dans les cours de ferme. Il faut que nos agriculteurs, moi je suis moi-même fils d'agriculteur, je suis un élu rural, je connais dans l'Indre, je connais vraiment bien ce métier, c'est d'ailleurs un métier qui me passionne, mais on est dans comme le monde rural, on aime bien les choses concrètes. On aime bien des réponses précises. Et donc, c'est ce que fait le Premier ministre. Et donc, on a eu un certain nombre de mesures qui ont été annoncées, notamment dans le cadre du Mercosur, on y reviendra, sur la dermatose nodulaire, c'est-à-dire cette maladie qui touche les bovins, qui est extrêmement grave et qui est en train d'être jugulée. Là, il y a eu aussi énormément de choses très concrètes. On a continué la semaine dernière avec de nouvelles mesures qui ont été annoncées sur un certain nombre de sujets. Le Premier ministre avait dit qu'il irait jusqu'au bout sur l'eau, sur les moyens de production, vous venez de le rappeler, c'est ce qu'il fait ce soir. Et il va le faire dans le cadre d'une loi d'urgence qui va donc permettre au Parlement de trancher à nouveau sur un certain nombre de sujets. Moi, je trouve qu'on avance méthodiquement. Alors, 2 bémols, vous vous souvenez de cette image des bottes de foin à Gabriel Attal? C'était il y a déjà quelques mois. Et on parlait déjà des problèmes des bassines et de l'eau. Donc vous allez voir, on va tout vous résoudre. On est donc maintenant, on est en début 2026 et rien n'est résolu. Donc pourquoi faut-il le croire? Surtout que, en fait, cette loi agricole, il faut qu'elle soit, il faut qu'il y ait un budget, il faut qu'il y ait encore un gouvernement, il faut qu'il y ait encore un parlement. Et là, il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. Mais pourquoi vous êtes pessimiste comme ça? Je ne sais pas, moi je lis les journaux, j'écoute. Que ce soit sur la discussion budgétaire, que ce soit sur le sujet de la crise agricole, qui est une crise majeure, qui n'est pas simplement une crise conjoncturelle, qui n'est pas seulement liée au Mercosur, qui n'est pas seulement liée à la DNC, mais qui est liée, au fond, à la nécessité de redéfinir une vision. C'est ce que nous disent d'ailleurs les agriculteurs. Moi, je le dis depuis très longtemps, j'ai toujours pensé. Il faut redéfinir une vision. Et c'est le travail qui est conduit par le Premier ministre, par Annie Genevard et par tout le gouvernement en fonction de nos compétences. Moi, je vais être mis au boulot sur les négociations commerciales, notamment pour rétablir l'exportation je suis déjà en train de le faire d'ailleurs, de broutards, comme on dit, de jeunes bovins mâles en Italie, y compris quand ils sont vaccinés. C'est très concret. Donc on avance point par point, sujet par sujet. Il n'y a pas de grande déclaration. Il y a une méthode qui est la méthode Le Cornu, permettez-moi de le dire, et qui est une méthode hyper pragmatique pour qu'il y ait du concret dans les cours de ferme. C'est ça qui compte. Et on est là pour ça. Et moi, je pense qu'on sera là au mois de mars pour présenter au Conseil des ministres un projet de loi qui permettra à nouveau d'avancer. Parce que là, il y a un plan d'aide de 300 millions pour les agriculteurs. Mais il faut qu'il y ait un budget, parce que ça sera par un amendement du budget. Est-ce que ce soir, vous êtes optimiste, Nicolas Forissier? Je suis optimiste. C'est républicain, je précise. Je suis plutôt optimiste, mais je vais revenir sur le budget, juste pour vous dire que sur l'agriculture, le Premier ministre a annoncé aussi un renforcement de l'épargne de précaution, qui est un mécanisme défiscalisé qui permet aux agriculteurs de garder dans leur compte d'exploitation de l'argent sans payer de cotisation ou d'impôt dessus, parce qu'il peut y avoir un aléa, et là, on le réutilise.
On va renforcer encore ce système, et ça, c'est annoncé ce soir par amendement dans la discussion budgétaire. Sur le budget, moi, je suis optimiste parce que je n'imagine pas une seule seconde que les uns et les autres, en tout cas les partis responsables qui ont accepté de participer à la réflexion, qui se réunissent encore une fois à Bercy ces derniers jours, ne prendront pas leurs responsabilités. Et à un moment, il faudra trancher. Le Premier ministre décidera de la façon de le faire. Pour l'instant, on est dans la dernière ligne droite, après les travaux de la Commission la semaine dernière, la Commission des Finances, pour essayer de trouver le meilleur équilibre possible entre les baisses de dépenses et les efforts nécessaires demandés à certaines catégories. Aucun équilibre n'a été trouvé en Commission des Finances, comme vous le savez. Nicolas Forissier, vous avez trouvé un siège de campagne, là, parce qu'il y a les élections municipales, mais il y aura peut-être des élections législatives. En tous les cas, c'est Sébastien Lecornu. Vous en avez repris un ? Non, le Premier ministre, Sébastien Lecornu a juste rappelé, et puis c'est devenu un peu la polémique du week-end, où ça vous a bien servi quelque part. C'est pas nous qui avons dit ça. Les journaux, mais c'est un Premier ministre. Il a simplement rappelé et vérifié l'hypothèse, puisqu'il y a 2 motions de censure déposées sur le Mercosur, et peut-être qu'il peut y en avoir une sur le budget si jamais il y avait un 49.3. On va revenir. Il faut savoir ce qui se passe demain. Oui. Moi, je pense qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une dissolution, parce que ce serait catastrophique pour l'économie du pays, pour les Françaises et les Français dans leur vie quotidienne, pour leur épargne, mais aussi évidemment pour les entreprises qui créent de l'emploi et qui sont des entreprises qui, je suis là pour les défendre sur les marchés internationaux, sont à la conquête. Un emploi sur 4 dépend de l'export. Imaginez l'image que nous aurions et que nos entreprises auraient sur les marchés à l'export si, à nouveau, nous n'étions pas capables de trouver un compromis, ce que font tous les autres pays de l'Union européenne. Est-ce que vous avez compris pourquoi notre balance agricole est pour la première fois déficitaire ? Vous, le ministre du Commerce, qu'est-ce que vous pouvez faire pour inverser la tendance ? Moi, j'étais en charge de l'agriculture au gouvernement il y a 20 ans. Oui. On était entre 15 et 20 milliards encore dans ces années-là d'excédents. Aujourd'hui, on va être à peine à l'équilibre. On va être plutôt un peu en négatif, dessous. Oui. Et évidemment, ça pose un vrai sujet sur la compétitivité de l'offre française. En même temps, il faut relativiser. Vous avez aussi énormément de pays qui ont développé leur offre en matière de produits agricoles. Notamment l'Allemagne. Notamment l'Allemagne, absolument. Et du coup, évidemment, ça relativise cette perte de compétitivité. C'est aussi un problème de volume. Ouais. Il y a plus de volume sur le marché, on est moins compétitif, donc on a un peu moins de facilité à vendre. On va revenir sur le Mercosur, parce qu'en plus, je disais, vous rentrez du... Et je veux juste dire, Edwige, sur la question de l'agroalimentaire, j'en ai parlé d'ailleurs avec les représentants agricoles, et notamment avec Arnaud Rousseau, avec les jeunes agriculteurs. Il faut absolument moi je veux travailler là-dessus, qu'on mette en œuvre un vrai plan de développement et de reconquête sur les marchés extérieurs des produits agricoles, et ceci parce que nous sommes un grand pays admiré, nous avons le meilleur système. Mais notre agriculture, elle n'est pas compétitive. Vous qui êtes ministre de l'attractivité... Il y a un problème intérieur, il y a un problème aussi de conquête à l'extérieur. Il faut qu'on reparte à l'assaut des marchés extérieurs, parce que nos produits, et je pense que c'est possible, sont au fond admirés, demandés, ce sont les plus sûrs sur le plan sanitaire. C'est le modèle gastronomique français aussi, c'est l'excellence française qu'il faut qu'on remette en avant. Alors, on va y aller tout de suite sur le Mercosur. Je parlerai de l'attractivité de la France, qui est un peu en berne, mais sur le Mercosur, parce que c'est intéressant. Vous dites, évidemment, en disant le Mercosur, ça, quand même, c'est une manière d'ouvrir, et c'est un débouché pour certaines filières. OK, c'est pour le bovin, l'élevage, c'est très mauvais, mais en revanche, pour d'autres filières, c'est une planche de salut. Comment convaincre les agriculteurs que c'est vrai ? On a toujours dit, et moi je l'ai toujours dit, qu'il y avait évidemment des filières qui pouvaient trouver beaucoup d'intérêt à des accords commerciaux qui sécurisent les débouchés et qui nous permettent de diversifier aussi nos débouchés. Quand les producteurs de lait sont barrés par des mesures chinoises sur la crème de lait ou sur les produits laitiers, le lait infantile, etc., ils sont bien contents, ils me le disent, de trouver d'autres marchés où ils peuvent sécuriser leurs débouchés et compenser. Donc il y a une approche, il faut avoir une approche très, très concrète. Mais on a toujours dit aussi qu'il était hors de question, parce que la France est un grand pays agricole, c'est le premier pays agricole de l'Union européenne, c'est notre identité. Oui, c'est nos paysages. Oui, et donc, mais il est hors de question, on l'a toujours dit, de sacrifier certaines filières parce que d'autres, y compris évidemment dans l'industrie ou les services, auraient beaucoup d'avantages, et c'est le cas dans le cas du Mercosur. Oui, mais on ne peut jamais contenter tout le monde. Donc, tant que l'accord n'est pas équilibré, on se bat. Et franchement... Honnêtement, on a obtenu, avec ce bras de fer avec la Commission, y compris en votant non... Pardonnez-moi, je suis un peu...
vous n'avez pas obtenu grand-chose. On a obtenu des éléments de protection de nos filières qui n'ont jamais été obtenus dans aucun accord commercial. La clause de sauvegarde renforcée, donc, en gros c'est le frein d'urgence. Ouais. Si les prix baissent plus de trop 8%, sur les produits de 5% par rapport aux 3 années précédentes, ou si les volumes augmentent de plus de 5% par rapport aux 3 années glissantes, eh bien on arrête les importations de produits du Mercosur. C'est par exemple le cas dans la filière bovine, à laquelle je suis très attaché. C'est un outil extrêmement puissant. On ne l'avait jamais obtenu. Non seulement on a obtenu ça, mais on a obtenu des mesures miroirs qui sont à confirmer, mais pour la première fois, la Commission accepte le principe et le fait sur 5 substances qui sont déjà interdites. Alors pourquoi la France, pourquoi le président a dit non ? Non, parce qu'on n'est pas satisfait aujourd'hui sur l'ensemble des demandes qui sont les nôtres. On a obtenu quasiment tout ce qu'on demandait sur la clause de sauvegarde. On a un principe sur les mesures miroirs, c'est-à-dire les mêmes normes s'appliquent aux pays qui nous exportent de la viande que celles qu'on impose à nos éleveurs, par exemple. Sauf que ça mérite d'être confirmé par la Commission et nous, on continue le bras de fer. On a obtenu, je vous le dis. La mise en place. Non, mais la mise en place, c'est très compliqué. On a obtenu le doublement des contrôles. Parce qu'évidemment, si vous interdisez, mais que vous ne contrôlez pas, y compris sur place dans les élevages, par exemple... C'est plus compliqué au Brésil qu'au Canada. Eh bien oui, mais sauf qu'il faut qu'on ait concrètement les postes, la mise en œuvre de cette force de contrôle européenne que la France demande, etc. Donc on a obtenu beaucoup de choses, mais on considère qu'on n'est pas allé au bout, et donc on maintient le bras de fer. Et quand j'entends que la France s'est couchée, qu'elle est faible, etc. C'est le contraire. En fait, c'est une position de force qui est la nôtre. Non, mais d'accord, mais pardonnez-moi. Pour le compte d'ailleurs des autres agriculteurs des autres pays Monsieur le ministre, vous voyez bien, une position de force, je veux bien. Qu'est-ce qui se passe là concrètement ? Donc, Emmanuel Macron, le président français, a dit non. Et là, le 17 janvier, le 17 janvier, Ursula von der Leyen va aller au Paraguay pour parapher l'accord, et en plus il va sans doute rentrer en vigueur extrêmement rapidement, peut-être vous nous confirmez parce que vous êtes plus au fait que nous, parce que ça doit passer devant le Parlement européen, mais visiblement le Conseil européen, c'est de la mécanique bruxelloise, a fait en sorte que, en fait, il va rentrer en vigueur plus rapidement que prévu. Très honnêtement, la réalité c'est que les accords provisoires commerciaux ne peuvent pas rentrer, c'est une tradition au sein des instances européennes, en application tant que le Parlement ne s'est pas prononcé, ou alors ce serait un déni de démocratie. Or le Parlement va se réunir entre le 19 et le 22 janvier, il va voter au moins sur une chose, et ça il faut le prendre, c'est la fameuse clause de sauvegarde, parce que c'est vraiment la protection absolue pour nos filières sensibles. Je pense évidemment aux bovins, mais c'est vrai de la volaille, c'est vrai du sucre, c'est vrai de l'éthanol. Deuxièmement, il est probable, si le texte est bien déposé, qu'il y aura un vote sur la saisine de la Cour de justice européenne. Si le Parlement européen saisit la Cour de justice, ça suspend l'application immédiatement pendant 1 an et demi, en gros, parce qu'il faut 18 mois pour que la Cour de justice rende en moyenne ses réponses. Ça suspend l'application. Mais il n'y a pas justement un petit chemin de traverse qui a été pris, qui fait que enfin, en tous les cas, c'est ce qu'on lit, hein, c'est ce qu'on nous dit. Qu'il y a un chemin de traverse qui va permettre en fait de faire rentrer en vigueur très rapidement le Mercosur. Mais la tradition, vous nous dites ce soir que non, mais c'est honnêtement, important. Ce serait un déni de démocratie, ce serait contraire à la tradition et aux habitudes qui sont celles des instances européennes. On ne met pas en œuvre un accord provisoire tant que le Parlement ne s'est pas prononcé. Le Parlement d'ailleurs semble devoir se prononcer plus rapidement que prévu, puisque j'ai vu que Mme Metsola, la présidente, avait évoqué la possibilité que le Parlement se prononce plutôt en février-mars qu'en mars-avril. Bon, on semblerait avoir un peu une accélération pour clarifier les choses. Mais en l'état, le texte n'est pas signé et il ne peut être appliqué, y compris de façon provisoire, que lorsque le Parlement se sera prononcé. Et moi, j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, tous les politiques qui ont été unanimes à dénoncer l'accord Mercosur, il faut qu'ils aillent voir leurs parlementaires européens. On va voir si on a de l'influence à Bruxelles ou à Strasbourg, en l'occurrence, pour leur dire, saisissez la Cour de justice. Et ça nous permettra, de clarifier les choses sur le plan de l'accord Mercosur, d'un point de vue juridique, sur son contenu, mais ça nous permettra aussi d'aller jusqu'au bout de la négociation que la France très largement a engagée. J'ai beaucoup de questions à voir avec vous, notamment on va parler du commerce extérieur, puisque vous êtes ministre du commerce extérieur. Vous n'avez pas les chiffres sur l'année 2025, mais peut-être vous pouvez nous donner quand même des tendances, sachant que, bon, là, vous avez vu, mauvaise nouvelle, Boeing
est passé devant Airbus en termes de livraison d'avions, puisque Boeing a vendu davantage d'avions qu'Airbus. Et qu'Airbus, c'est ce qui fait notre commerce extérieur. Vous avez des inquiétudes sur 2025 ? Airbus a été pendant des années le leader. On sait qu'il y a eu de très grosses commandes, un peu sous la pression de M. Trump dans certains pays. Airbus reste quand même le très grand leader de l'aéronautique mondiale. L'impact sur notre commerce. Après, sur les chiffres du commerce extérieur, je n'ai pas les chiffres définitifs, mais ce qui est clair, c'est que, notamment lors du dernier trimestre 2025, mais c'était déjà sensible au troisième trimestre, nous avons une progression du commerce extérieur français. Au dernier trimestre, le commerce extérieur français progresse de 2,2%, ce qui a contribué d'ailleurs à relever le taux de croissance qui était prévu moins haut et qui va finir un peu en dessous de 1, mais qui est meilleur que ce qui était prévu par les prévisions. Donc notre balance commerciale en 2025 sera... Ça progresse. Et elle sera très négative, elle sera moyennement négative. Elle reste négative, mais elle est moins négative. Progressivement, on redresse la barre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au quatrième trimestre de 2025, en réalité, vous avez une progression du commerce extérieur de 2,2%, comme je vous le dis, qui se traduit de façon structurelle. C'est plus 10 milliards d'exportations. C'est pas parce qu'on a moins acheté d'énergie, de pétrole. Voilà. Donc c'est intéressant parce que c'est structurel. Après, on est loin du compte. Il faut continuer, il faut se battre. Et c'est mon boulot d'aller soutenir les entreprises françaises, négocier, faire valoir l'offre française, faire en sorte que... D'ailleurs, ça n'est pas assez dit dans nos médias français, dans le débat public. Vous avez des centaines de milliers de Françaises et de Français qui se battent en première ligne, sur moi ce que j'appelle la ligne de front, pour tenir les positions de nos entreprises, pour conquérir des marchés. C'est le réseau diplomatique. Ils défilent sur ce plateau, Nicolas Forissier. Ils défilent sur ce plateau, ceux qui font la ligne de front de l'économie française. Je suis là pour le rappeler à nos concitoyens. Parfois, je trouve qu'on ne parle pas assez d'eux dans les médias, peut-être pas dans les médias, en tout cas pas chez BFM Business, j'ai bien compris, mais dans le débat public plus globalement, alors qu'ils sont au boulot pour faire en sorte que nous nous soyons conquérants et que nous tenions nos positions. Je les ai encore vus. Je pense au Conseil du commerce extérieur de la France, par exemple. C'est le cas de toutes les cadres, de tous les chefs d'entreprise qui se battent. Je l'ai encore vu au Danemark hier. Oui, sur le Danemark, justement, parce qu'il me reste encore deux questions. Très rapidement, sur le Danemark, vous avez été voir la Première ministre, qui est en ligne de front, pour le coup, contre Trump, sur le Groenland. J'ai vu plusieurs membres du gouvernement, y compris une ministre du Groenland. Vous savez que c'est différent du Danemark, et le Groenland a des compétences propres, notamment en l'occurrence c'était sur les sujets de prospection minière. Ils vous ont semblé comment, optimistes, pessimistes sur la capacité de résistance ? Je pense qu'ils sont, nos amis danois et nos amis groenlandais, sont extrêmement lucides sur la tension qu'ils vivent et la situation qui est la leur. Notre rôle, c'est de rappeler ce que j'ai fait au nom du gouvernement, mais le président, le Premier ministre, le ministre Jean-Noël Barrot l'avaient fait, y compris sur place avant. Le Danemark et le Groenland, qui est un État associé du Danemark, doivent pouvoir déterminer par eux-mêmes quel est leur avenir. Il est hors de question qu'il y ait des pressions. Je pense qu'il y a derrière tout ça une négociation qui dépasse la seule situation du Danemark et du Groenland. Mais nous devons réaffirmer notre solidarité et celle des Européens. Et nous devons aussi faire en sorte qu'on construise des ponts. C'est pas ça qui va arrêter. C'est pas ça qui va arrêter Donald Trump. Je ne suis pas sans doute pas la personne qui va arrêter Donald Trump. Mais je vous dis qu'on doit exprimer notre solidarité et construire ça sur des bases qui sont des bases de partenariat économique, ce qu'on a fait y compris avec le Groenland. Vous avez négocié des accords sur les terres rares ? On essaye de les accompagner sur effectivement la prospection et la meilleure connaissance de leurs ressources minières, notamment de minéraux ou de terres rares, de minéraux critiques ou de terres rares. On peut les accompagner en matière de tourisme aussi. Et évidemment, on a des relations extrêmement solides avec le Danemark. Je rappelle que le Danemark est le premier investisseur des pays nordiques en France. Et que la France, puisque c'est une question, je crois que vous vouliez me poser, je la devance, reste un pays extrêmement attractif. Non, juste parce que ça y est, là c'est terminé, Nicolas Forissier. Vous avez vu cette interview des dirigeants de JP Morgan chez le confrère Les Échos, très intéressant, qui dit nous pourrions déménager ailleurs. C'est une situation regrettable. Après 10 ans d'investissement massif à Paris, ils ont même fait leur hub européen post-Brexit. Et voilà, ils sont absolument désespérés parce qu'ils observent en France. Ils disent ça dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de budget et où la situation serait mauvaise.
française. Même. La réalité, vous c'est lire que la la France, pour la phrase. 6e année consécutive, c'est le symbole du Oui. sommet de Choose France tous les ans. C'est la vérité. Oui. Pour la 6e année consécutive, la France est la première destination Nous en donnons Europe. l'impression au marché Investissement mondial, direct sans le étranger. vouloir, que la France est moins ouverte aux affaires. Oui, bah oui. Je pense que les chiffres contredisent cette appréciation. Ouais. En fait, JP Morgan, ils envoient un peu un signal en disant attends, ressaisissez-vous, il faut un budget, il faut de la stabilité dans le pays, mais les fondamentaux de l'attractivité sont bons. C'est pas de la langue de bois, ça. Hein. Non, ah bah non, Ce ça sont c'est des sûr. faits. Oui. C'est sûr que c'est pas de la langue Choose de bois. France au mois de juin, Ouais. c'est 40 milliards d'investissements supplémentaires. Oui. Choose France, entreprise Lesquels française à l'automne, c'est 32 milliards. Donc honnêtement, je Pas pense forcément qu'on le plus reste les réussi. premiers en Europe. Merci beaucoup Nicolas Forissier, très optimiste, mais surtout à votre poste, vous avez raison de l'être. Nicolas Forissier, donc ministre délégué du commerce extérieur et à l'attractivité. Merci d'avoir été avec nous.